Il est vrai que dans cette deuxième séquence des cours du jeudi soir, nous abordons l'actualité du patrimoine industriel. Nous allons essayer de voir un petit peu d'où vient cette nouvelle sensibilité, ce nouveau regard qui fait que justement, ce qui était jusqu'alors considéré comme des verrues ou comme des eyesores, comme on dit en anglais, comme des choses qui irritent la vue, comment ces vieilles usines ont commencé à être reconnues pour leur intérêt du point de vue de l'art et de l'histoire, ont commencé à être étudiées, et comment, le cas échéant, on a pu les protéger au titre des monuments historiques, et comment, enfin, on cherche à les préserver aujourd'hui par la démarche soit de la muséification ou de la reconversion vers des usages nouveaux. Alors, un petit mot d'excuse au préalable, parce que je vais reprendre un tout petit peu les propos qu'a pu tenir Bertrand Lemoine dans sa présentation introductive, mais j'espère, et je reviendrai également sur un certain nombre de sites qui ont déjà été évoqués, mais j'espère donc renouveler au moins l'iconographie. Alors donc, d'où vient le patrimoine industriel? Je pense que c'est une invention qui tient peut-être en 2 ou 3 mots, tout simplement, le mot qui est toujours très souvent à la une de la presse de nos jours, le mot de désindustrialisation, c'est-à-dire le fait que, à partir de la fin de ce qu'on appelle rétrospectivement les 30 glorieuses, à partir du début des années 1970, avec le premier choc pétrolier, il y a un mouvement de désindustrialisation qui frappe tous les pays d'ancienne industrialisation, toutes les économies développées de l'Europe, qui font que, justement, les usines commencent à disparaître. C'est la baisse dans le produit intérieur brut de la part de la production industrielle, une baisse entre 1980 et 2007 de 24% à 14%, seulement 14% aujourd'hui. C'est la perte des emplois industriels dans le même laps de temps. C'est 36% des effectifs, des ouvriers donc, qui vont cesser d'avoir un emploi ouvrier. Et c'est la disparition, en quelque sorte, de cette silhouette si familière, la silhouette de l'usine, telle qu'on la voit notamment sur les affiches de mai 68, ces fameuses toitures en chède qui sont, on peut le rappeler ici, l'une des formes architecturales spécifiques à l'industrie, développée dans les années 1850 en Angleterre, c'est ce qu'on appelle en anglais North Lit Roofs, des toitures éclairées par le nord, et cette forme des toitures en dents de scie, avec la cheminée, marqueur donc de la présence d'une machine à vapeur, la cheminée créant le tirage pour les chaudières. Cette silhouette-là, cette forme-là commence à disparaître, commence pour ainsi dire à rentrer au musée. L'emblème de mai 68, évidemment, voulait dire à l'époque la classe ouvrière. Aujourd'hui, ça commence. J'ai vu dans Libération aujourd'hui un dessin de Jost Schwartz, le dessinateur hollandais, où justement cet même emblème, les toitures en chède et la cheminée, veut dire dorénavant source de pollution. Voilà un petit peu les changements de mentalité. Mais cette usine classique, cette usine si familière du XIXe siècle, commence donc à rentrer dans l'histoire et se voir remplacée par quoi? Par la friche industrielle. C'est la présence à travers tous ces pays d'industrialisation ancienne de ce qu'on appelle donc des friches industrielles, très souvent par la même occasion, comme vous le savez, des écoles de graffeurs et de taggeurs. Le site que vous voyez ici, justement, on ne le saurait peut-être pas, mais se trouve à côté du bassin à flot à Bordeaux, et donc est inclus dans le périmètre d'un site qui, depuis 2007, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu les origines de ce changement de regard dans 6 chapitres de longueur inégale, à commencer donc par le pays, donc le mien, qui a vu la naissance de l'industrialisation,
donc ses origines outre-Manche déjà dans les années 50-60, où on commence à reconnaître l'intérêt de ces sites industriels et à dire peut-être que, étant donné que cette révolution industrielle est née en Angleterre et s'est exportée ensuite à travers tous les pays du monde, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la planète Terre produit autant de biens de consommation que dans toute son histoire. C'est l'industrie qui s'est déplacée, c'est tout. Enfin, notamment vers les pays où la main-d'œuvre est moins chère, comme la Chine. Donc, l'Angleterre a voulu avoir une espèce de responsabilité particulière pour les vestiges de cette première industrialisation. Je parlerai un peu aussi de la diffusion de l'industrie à travers différents pays, pas seulement en Europe, mais aussi à travers le monde. L'industrie, en quelque sorte, et son patrimoine est quelque chose qui ne prête pas nécessairement attention aux frontières. Je reviendrai ensuite sur le mouvement, on peut parler d'un mouvement en France, et je parlerai aussi de comment le patrimoine industriel a été pris en compte par les politiques de l'État. D'une part, par la protection au titre des monuments historiques, et d'autre part, par les services qui étaient longtemps le mien, l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. J'évoquerai rapidement aussi ce qui va faire l'objet de conférences à venir, notamment la semaine prochaine, la question de la sauvegarde par la reconversion, et pour conclure, quelques idées sur est-ce que oui ou non ce patrimoine est pleinement reconnu aujourd'hui. Alors donc, tout d'abord, l'Angleterre, les origines britanniques, je pense qu'on peut faire remonter même jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1944, une espèce de prémisse de l'intérêt, notamment dans l'infrastructure de transport, les canaux, donc qui étaient porteurs de l'industrialisation en Grande-Bretagne, un immense réseau, et un réseau qui avait été désaffecté d'abord en raison de la concurrence des chemins de fer et ensuite en raison, dans les années 50 et 60, de la mise en place d'un réseau routier et d'autoroutes. Et c'est en 1944 qu'un auteur britannique du nom de Lionel Rolt écrit un ouvrage qui s'appelle Narrow Boat, ça veut dire un bateau étroit, ça veut dire une de ces péniches qu'on voit ici dans la photo, où il se plaint de la désaffectation de cet extraordinaire réseau de canaux, et c'est le début d'un mouvement. On crée très rapidement the Inland Waterways Association, une association pour les canaux en Angleterre, où on commence à voir un avenir pour ces réseaux de canaux dans une utilisation, disons, de loisirs, une utilisation touristique. Et progressivement, quelques 800 kilomètres de canaux tels que celui-ci, qui est le Kennet and Avon Canal, donc qui est creusé à la fin du XVIIIe siècle, et à partir de 1966 est remis en état et ouvert finalement entièrement sur, je ne sais pas, je pense qu'il y a 140 km. C'est un canal qui rejoint le port de Bristol à la Tamise, donc un grand réseau de transport dans le sud de l'Angleterre. Ce canal, donc, devient un lieu de loisirs. Un peu par la même occasion, et c'est également en 1950 qu'on voit le premier exemple, on commence aussi à se passionner en Angleterre pour l'histoire des chemins de fer. Alors vous savez que les chemins de fer sont nés un petit peu en Angleterre avec la première ligne entre Liverpool et Manchester dans les années 1830. Et c'est en 1950 qu'une association, encore sous l'égide de ce même auteur, LTC Rolt, qui va créer le premier chemin de fer touristique, a Heritage Railway, comme on les appelle en Angleterre, et c'est un mouvement qui va prendre une ampleur tout à fait considérable. Je montre ici un exemple d'un de ces chemins de fer heritage, un chemin de fer touristique, on dirait en français, the Watercress Line, ça veut dire la ligne du cresson, en fait, c'est une ligne à proximité de Londres qui a apporté le cresson des maraîchers pour la capitale. Et c'est un monde tout à fait, enfin, que je trouve tout à fait extraordinaire, peuplé
volunteer enthusiasts, c'est ce qu'on appelle ces bénévoles passionnés. Les bénévoles passionnés, vous les connaissez si vous regardez Les Racines et les Ailes. Ce sont ces gens qui passent leur vie à retaper des châteaux. Alors, ces bénévoles passionnés remettent en état de marche des chemins de fer comme celui-ci. Et il faut dire que c'est un chemin de fer qui a 3 allers-retours sur un parcours d'à peu près une vingtaine de kilomètres. Il y a 3 allers-retours par jour, presque tous les jours, notamment pendant l'été, la saison touristique. Il y a environ 300 bénévoles qui travaillent pour ce chemin de fer-là, et dans l'ensemble, ces associations, en Grande-Bretagne, il y en a à peu près une centaine d'associations de chemins de fer touristiques. Ils ont à peu près 800 locomotives à vapeur en état de marche, et ils ont 2000 salariés et 18 000 bénévoles. Enfin, pour donner un petit peu la mesure de l'importance de cette passion nationale pour les chemins de fer. Voilà, on récupère des vieilles locomotives qu'on va ensuite retaper, et on les voit là, ces bénévoles passionnés, qui ne sont pas exclusivement des hommes d'ailleurs, et on voit notamment en bas à gauche un atelier où on peut remettre en état ces locomotives. Vous savez aussi que faire circuler une locomotive peut présenter des risques. Il faut entretenir la chaudière très régulièrement. Et donc, il y a des professionnels dans cet atelier qui essayent de partager leur savoir-faire avec des jeunes apprentis. Donc, autour des canaux et des chemins de fer, il y a déjà dans les années 1950 une espèce de frémissement autour de ces infrastructures des transports qui sous-tendaient la révolution industrielle en Angleterre. Il y a ensuite, et on est toujours dans le monde des chemins de fer, il y a un événement traumatique, on pourrait dire, traumatisant, qui est en 1961 la démolition de l'édifice que vous voyez en haut, qui est l'arche de la gare de Euston, un propylée en quelque sorte, un monument de style grec de l'ordre dorique, et qui exprimait très fièrement, en 1835-37, au moment de sa construction, une espèce de porte monumentale pour le chemin de fer London and Birmingham, qui allait de Londres vers le nord, ou plutôt arrivait vers Londres, et entrait au lieu, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, qui était Harold Macmillan. En 1961, on décide de raser pas seulement cette entrée monumentale, mais également la gare elle-même, qui va être remplacée par quelque chose qui veut se ressembler à un aéroport. Simplement, une quarantaine d'années de distance et seulement plusieurs centaines de mètres, on trouve le progrès accompli, en quelque sorte. Lorsque vous prenez l'Eurostar pour aller de la gare du Nord à Londres, vous arrivez maintenant à cette gare de St. Pancras, une gare tout à fait extraordinaire, avec cette charpente métallique de 1868, qui était à l'époque la charpente avec l'envergure la plus grande de son époque, quelques 74 mètres. Et puis, devant la gare, cet hôtel ouvert en 1872, c'est l'architecte Gilbert Scott qui l'a conçu, aujourd'hui entièrement réhabilité, c'est devenu un hôtel Marriott, un hôtel 5 étoiles, mais très bien restauré, très bien réhabilité, et donc une gare, donc c'est pas une reconversion, c'est une réhabilitation, une gare qui trouve une nouvelle vie, et qui permet de tout ce quartier derrière la gare de St. Pancras et derrière King's Cross, la régénération de tout un quartier qui est en cours d'avoir une vie nouvelle. Voilà, c'était un petit saut en avant, mais revenons donc à un lieu que Louis André a déjà évoqué auprès de vous, qui est Ironbridge Gorge, dans le Shropshire, une vallée industrieuse qui prétend aujourd'hui, dans sa communication touristique, d'être le berceau de la révolution industrielle. Et en effet, c'est un lieu très important dans l'histoire de l'industrie, entre autres pour le haut fourneau que vous voyez en bas à gauche, qui est le
hauts fourneaux de Abraham Darby, où, pour la première fois dans l'histoire de la sidérurgie, on va utiliser le coke, donc le charbon de terre, à la place du charbon de bois, pour fabriquer la fonte. Fonte qui va servir sous l'égide donc d'Abraham Darby numéro 3. Hein, il y a une dynastie de maîtres des forges qui portent tous le même nom. Alors le numéro 3, donc, il va construire un peu comme un élément de communication, on dirait aujourd'hui, le célèbre Iron Bridge, ce pont en fer qui date de 1779, quelques 800 pièces en fonte qui sont mises ensemble avec les techniques des charpentiers et qui donnent son nom par la suite à la commune. Hein. C'est donc le berceau de la révolution industrielle en Angleterre, et on voit un petit peu dans l'image au-dessus comment cette nouvelle activité industrieuse frappe les esprits. C'est un tableau de Philippe-Jacques de Loutherbourg, donc, qui évoque un peu ces industries de feu et la force romantique de ces paysages. Et c'est un lieu aussi très important dans notre histoire de sensibilisation au patrimoine de l'industrie. C'est là, au début des années 70, qu'on va créer toute une série de musées, musées qui sont tournés autour de l'interprétation des différents lieux dans la vallée. Et c'est là aussi que va avoir lieu en 1973, la première réunion internationale, le premier colloque international sur le patrimoine industriel, un colloque donc qui va réunir un certain nombre de personnes qui créent à cette occasion-là une organisation internationale sur le patrimoine industriel qui s'appelle the TICI, the International Conference for the Conservation of the Industrial Heritage, donc une association internationale qui est encore donc très active aujourd'hui, qui a organisé il n'y a pas très longtemps une grande colloque à Freiberg en Allemagne et qui organise l'été prochain un nouveau colloque à Taïwan. C'est également un lieu où a commencé à travailler un certain nombre d'auteurs qui, au début des années 70, commencent à sortir des guides du patrimoine industriel en Angleterre. Vous voyez donc Industrial Archaeology in Britain. Industrial Archaeology, l'expression même, l'archéologie industrielle, est utilisée dès 1955 par un historien des techniques britanniques du nom de Michael Ricks. Et donc, on commence à voir ces guides, ces ouvrages qui font des présentations du patrimoine industriel, en général secteur par secteur, et avec des dessins très, très pédagogiques, très explicatifs, par exemple sur le fonctionnement d'un haut fourneau au charbon de bois, ou encore sur des marteaux de forge. Hein. Neil Cossons, qui est l'auteur de cet ouvrage-ci, est une figure importante en Angleterre, qui va être directeur de ce musée de Iron Bridge en 1971, qui par la suite va diriger The Science Museum, le musée des sciences à Londres, et qui sera également le président de English Heritage, qui est donc l'organisation, un peu l'équivalent de la Direction générale des patrimoines en Angleterre. Autre site très marquant et très important dans cette évolution des consciences et de cette évolution des regards, il y a à Liverpool the Albert Docks. Donc c'est un ensemble d'entrepôts autour d'un bassin fermé par une écluse. Donc on est sur la rivière Mersey qui est, où il y a des marais. Cet ensemble qui est conçu entre 1841 et 1846, c'est un immense ensemble et qui est frappant du point de vue de sa construction. C'est l'un des premiers bâtiments, l'un des premiers ensembles qu'on appelle fireproof, à l'épreuve de l'incendie ou qui résiste à l'incendie. C'est donc un bâtiment d'où est banni le bois, un bâtiment avec de la pierre, avec de la fonte, et vous voyez ces immenses colonnes en fonte en haut à droite, et de la brique. Hein. Ce qui mérite d'être signalé peut-être aussi, c'est l'ouvrage
l'importance de la recherche, l'importance du partage de la recherche et des connaissances pour aider dans ce travail de sensibilisation. Et justement, Liverpool's Historic Waterfront était un ouvrage qui mettait en valeur l'histoire unique de ces immenses entrepôts, publié en 1984 par The Royal Commission on the Historical Monuments of England, une espèce de commission, donc un peu comme le service de l'inventaire en France, mais qui remonte à 1900 et qui fait partie aujourd'hui de English Heritage. Autre aspect de ce mouvement quand même, qui laisse voir en quelque sorte des prémices de ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les squats d'usines ou les nouveaux territoires de l'industrie, c'est l'occupation d'anciens locaux industriels. Ici, c'est une rotonde ferroviaire qui se trouve au nord de Londres, à Camden. Une rotonde ferroviaire conçue en 1846 par le grand ingénieur des chemins de fer, Robert Stephenson, et qui va être occupée à partir des années 1960-64, d'abord par un théâtre, et puis ensuite par toute une série d'événements culturels, bien dans l'air de l'époque. Enfin, l'image à droite évoque un événement en 1966 qui était le tout premier concert de Pink Floyd, un groupe dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, il y a ce mouvement qui commence, disons un mouvement des gens du monde de la création, qui commence également à se trouver passionné par ce type d'espace, à vouloir occuper ces espaces. Et c'est ici où je vais faire une petite parenthèse en quelque sorte sur comment nos regards ont également été changés par des photographes et des artistes. Je crois que c'est très important sur comment ce patrimoine industriel a commencé à être reconnu. C'est en grande partie par un travail de photographes, et notamment ces célèbres photographes allemands de Düsseldorf, Bernd et Hilla Becher, qui font des séries de photos sur des hauts fourneaux, sur des châteaux d'eau, sur des chevalements de mines, toujours avec le même regard, un noir et blanc, un ciel assez neutre, avec un regard lointain qui évite les déformations, et qui les met ensemble dans ce qu'ils appellent des typologies. Il y a eu sur les Becher une grande exposition à Beaubourg en 2004. Mais d'autres photographes, alors là je ne mets pas les noms pour ne pas trop distraire de l'image, mais d'autres photographes ont également aidé à changer un petit peu nos perceptions de ces lieux. Là, il s'agit d'une photo de Catherine Gardone, ce qu'elle a réalisé dans les années 1980 dans les Forges de Siam. Les Forges de Siam, c'est un site important dans le patrimoine industriel français qui se trouve dans le Jura et où, sur une cage de laminoir qui date de 1900, une équipe de lamineurs, on le voit ici, en train de tirer sur le fer qui est en réalité rouge. Cette équipe de lamineurs continue, hélas, c'est plus le cas aujourd'hui, le site est fermé depuis une année ou deux, je pense que Philippe Méraud en parlera peut-être parce que c'était un des sites qui était important dans son réseau de musées. Mais donc des photos qui commencent à attirer l'attention avec un regard peut-être un peu ethnographique sur les gestes des travailleurs en l'occurrence qui étaient d'origine marocaine. Autre regard, et là il y a intervention sur le réel avant la photo, c'est une photographe qui s'appelle Anne Garde et qui s'amuse en quelque sorte ou crée des nouveaux paysages ou des nouvelles manières de voir les espaces existants. C'est elle qui rajoute le ton bleu, la petite couleur bleue qu'on voit sur les rails pour contribuer à sa composition. Encore une image qui me plaît beaucoup, qui est une image réalisée par un photographe qui s'appelle Tristan Jean Vallès à la Société métallurgique de Normandie. C'est un site donc sidérurgique juste au-dessus de Caen qui aujourd'hui est table rase, mais où le défournement du coke a donné lieu à cette image assez extraordinaire, publiée dans un livre qui s'appelle L'usine à feu, avec un commentaire tout à fait passionnant par un dénommé Michel Onfray.
Autre photographe bien connu, c'est Georges Fessy, un regard très différent, là qu'on pourrait presque qualifier de précessionniste. Hein. Donc c'est une image que j'ai empruntée à l'ouvrage d'Emmanuel Deroux, donc le journaliste du Monde qui s'occupait du patrimoine et qui a publié aux éditions du Scala en l'an 2000 un ouvrage, un beau livre intitulé « Le patrimoine industriel hein. ». Et puis, dernier regard d'artiste, c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer il n'y a pas très longtemps, à un colloque sur les silos. Voilà, des silos du patrimoine industriel, du patrimoine béton armé, du patrimoine agroalimentaire, et un type de patrimoine qui, encore aujourd'hui, a du mal à accéder à une certaine reconnaissance, à être examiné et apprécié. Et voilà qu'il y a l'artiste qui nous précède un tout petit peu dans son regard. En fait, c'est des fusains qu'il fait, mais à très grande dimension. Et voilà donc Jean-Pierre Potier, il s'appelle. Nouveau chapitre, donc, je vais parler un tout petit peu, très rapidement en fait, avec seulement 3 exemples de comment ce patrimoine industriel se trouve partout, évidemment selon des chronologies qui suivent un peu l'extension de l'industrialisation, mais qu'on peut trouver un peu partout et parfois dans des lieux où on s'y attend pas spécialement à trouver des sites industriels. On est donc à Athènes, et c'est donc une usine à gaz qui date du début du XXe siècle, devenue aujourd'hui un quartier de la ville un peu branché avec des cafés, des lieux d'exposition, mais où on a bien préservé les gazomètres, on a préservé également les fours qui produisaient le gaz. Il faut dire quand même ici qu'un gazomètre de ce type-là, qui était à un moment donné un aspect tout à fait familier de toutes les villes françaises, il y avait l'usine à gaz avec ses gazomètres, il y en avait une importante collection de gazomètres donc à la Villette. Aujourd'hui en France, il n'en existe plus un seul. Il n'y a plus de gazomètre en France aujourd'hui. Il y a quelques années, avec des collègues de Toulouse, on avait essayé de sauvegarder un gazomètre qui datait, je pense, de 1912, qui était sensiblement du même type, mais à l'époque, le préfet de Régent avait décrété que le patrimoine industriel toulousain était un patrimoine de l'aéronautique, et il ne voulait pas de cette usine à gaz. Autre sortie, j'espère qu'Alexander pardonnera ma prononciation de la ville, mais on est à Kragujevac en Serbie, et il s'agit donc d'une usine d'armes que j'ai eu le plaisir et intérêt à visiter lors d'une mission assez récente, une usine qui date à l'origine des années 1850, qui a préservé dans un musée ces cubilots dans ce bâtiment-là, où on retrouve une importation là de la part de la fabrique d'armes de Herstel de Bruxelles, ces toitures en chède si familiers avec la cheminée, une usine donc connu également pour ce personnage-là que vous reconnaissez peut-être, qui s'appelle Kalachnikov. C'était une usine donc qui, pendant la période du maréchal Tito, était un grand producteur de Kalachnikov. Et c'est aujourd'hui dans ces bâtiments-là que la ville, soutenue donc par le ministère de la Culture serbe, veut faire une opération de reconversion, veut insérer dans ces bâtiments une université. Pas loin de ce site, à une 50aine de kilomètres, il y a aussi des mines de charbon qui datent également des années 1850. L'arsenal qui venait d'être créé, il fallait l'approvisionner en charbon, et il y a donc un chevalement. Et là, chose encore plus extraordinaire, une machine d'extraction qui est une machine à vapeur qui date de 1873 et qui est toujours utilisée pour descendre dans le fond. Alors, je ne sais pas, en France, une machine à vapeur fixe qui est toujours en place et presque nécessairement une pièce de musée, presque nécessairement protégée au titre des monuments historiques. Et
si la machine bouge, c'est grâce sans doute à les moteurs électriques pour donner un peu d'animation à ces mouvements. Tandis que là, en Serbie, c'est quelque chose de tout à fait rare et exceptionnel. La machine continue à fonctionner. Et puis bien plus loin, là, on est au Japon, c'est Tomioka, et c'est donc une immense filature de soie qui date donc du début de l'ère Meiji en 1871, et un site très intéressant aussi que les Japonais souhaiteraient mettre aujourd'hui sur leur liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une usine qui a été créée justement par un industriel français. C'est justement le point commun entre ces trois exemples que je donne, et pour montrer l'exportation des modèles industriels, l'exportation des machines, l'exportation des savoir-faire. Ce site de Tomioka, où on tirait donc la soie, est visité aujourd'hui par les écoliers japonais un peu comme le berceau de l'industrialisation au Japon, de leur miracle économique. Et c'est effectivement un lieu où, pour la première fois, on a vu une machine à vapeur. Voilà, la cheminée, c'était une cheminée métallique importée de la France, où, pour la première fois, on a utilisé dans la construction, c'est une construction à charpente en bois, mais avec un remplissage en briques, on a fabriqué les briques. C'est le lieu également où on a introduit au Japon le système métrique décimal. Et donc c'est un lieu très important qui illustre ce mouvement industriel d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. C'est le lieu, soit dit en passant, où les Japonais ont vu pour la première fois des hommes en train de boire du vin rouge. Ce qui a fait que le patron de l'usine, Paul Brunet, a eu beaucoup de mal à recruter des ouvrières des alentours qui pensaient toutes qu'il était un vampire. Mais voilà, ce sont trois sites avec des liens très proches de la France. Les gazomètres Athènes étaient construits en 1909 par une entreprise lyonnaise, Bonnet-Spazin, et l'usine d'armes en Serbie était fondée en 1853 grâce à l'aide d'un ingénieur de l'armement français, Charles Loubry, envoyé par Napoléon III pour aider à la jeune nation serbe à créer cette usine d'armement. Revenons en France, si vous voulez bien, et à l'événement traumatique, à l'événement un peu comme la démolition de cette arche dorique de Houston à Londres, cet événement traumatique qui était la démolition des célèbres Halles de Paris, construits donc selon les dessins de Victor Baltard sensiblement tout au long du Second Empire. Et en dépit des protestations de nombreux spécialistes et architectes aussi, en dépit des protestations d'ailleurs de la Commission supérieure des monuments historiques, comme vous savez, ces halles ont été démolies en 1961-72. Une petite photo de la démolition. Là, je compare souvent avec ce qu'on a pu faire à Londres autour de Covent Garden, où on a gardé les bâtiments des halles, pas tout à fait comparable, c'est des bâtiments plutôt avec des murs en maçonnerie et une couverture sûrement en fer, mais ce quartier de Covent Garden, comme vous le savez peut-être, est devenu un quartier très agréable, très vivant, plein de shopping, etc., mais autour d'un patrimoine qui est préservé. Et puis, on se met aujourd'hui à rêver de ce qu'on aurait pu faire si on avait gardé les halles de Baltard sur place. L'événement traumatique a néanmoins eu un impact assez considérable et qui a donné lieu notamment auprès du ministère de la Culture à une réaction. Et c'est donc le ministre Michel Guy, en 1974, qui, avec l'aide de Bruno Foucard, a établi une liste de 300 monuments modernes. Et par moderne, il faut entendre des années 1830 jusqu'à nos jours, et qu'il a fait protéger au titre des monuments historiques d'un trait, pour ainsi dire. Alors, dans ces protections de Michel Guy en 1974, bien entendu, on a sauvé la gare d'Orsay, qui était menacée à l'époque, et transformé la gare, comme vous le savez,
en musée de l'art du XIXe siècle, d'autres gares aussi, comme la gare de Limoges, qui date des années 1920, et aussi un certain nombre de sites industriels. On a mis sur cette liste, en 1974, on a mis cette filature de coton qui se trouve à Roubaix, la ville aux 1000 cheminées. Donc on voit ici ce bâtiment extraordinaire, ce qu'on appelle, on le verra tout de suite, un château de l'industrie. Et on a mis cette filature, voilà une vision beaucoup plus récente, on a mis sur cette liste de monuments à protéger, ce qui a créé des cris d'horreur auprès de la municipalité de Roubaix. Une citation du Nord Matin, en date du 2 octobre 1974, tous les Roubaisiens, et notamment les riverains du quartier, souhaitent voir disparaître l'usine Motte qui fait figure de verrue. Un édifice affreux dont la ville recherche le transfert par tous les moyens. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le ministère de la Culture, dans une démarche qu'on qualifierait peut-être de jacobine, a été de l'avant, un peu à l'avant-garde, à vouloir protéger des choses à l'encontre des volontés locales. Donc voilà, revenons donc tout petit peu sur les origines de ce mouvement pour l'archéologie industrielle en France. Un mouvement donc qui a un certain nombre d'aspects qui le distinguent du mouvement britannique, et bien évidemment le mouvement des écomusées. Alors Louis André nous a présenté en pas mal de détails l'extension de ce site du Creusot, qui est l'un des hauts lieux de l'industrie en France, à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec des hauts fourneaux, avec la cristallerie de la Reine, qui est fondée en 1786, la cristallerie de la Reine qu'on voit ici au fond, et puis à partir des années 1830, avec l'arrivée de la famille Schneider, qui va occuper la cristallerie comme son château, le développement de cette immense industrie au Creusot, industrie active d'abord dans la construction des locomotives et ensuite dans la construction métallique et en bien d'autres produits métallurgiques, y compris les armes de guerre. Il y a devant ce qui est devenu donc le château des Schneider, on les voit ici, de fours coniques qui étaient en activité jusque dans les années 1830 et qui sont conservés par les Schneider et qui, au début du XXe siècle, entre 1904 et 1909, vont être transformés, tout en gardant leur silhouette caractéristique, vont être transformés l'un en chapelle et l'autre en théâtre. Et c'est à ma connaissance, l'une des toutes premières reconversions d'une infrastructure industrielle vers des usages, disons, culturels. Mais bien évidemment, ce dont il s'agit de parler autour du Creusot, c'est la création en 1973 de l'écomusée du Creusot. Donc un nouveau type de musée, un musée marqué, je pense, dans ses origines un peu par l'esprit de mai 68, marqué par une volonté non pas de constituer une collection d'objets pour la délectation des visiteurs, mais marqué plutôt par une volonté d'interpréter le paysage de la ville, une ville donc entièrement née de l'industrie, d'interpréter ce paysage pour la population locale. L'un des principes fondateurs de ces écomusées était effectivement la participation de la population. Et donc, le musée était en quelque sorte, les bâtiments que vous voyez là, étaient les logements, c'était ça qui devenait l'objet des efforts des muséographes autour de cet écomusée. Écomusée donc qui a fait un peu un modèle et qui a été repris comme type de musée. On dirait aujourd'hui peut-être plutôt un musée de société, mais on trouve des écomusées un peu partout en France aujourd'hui et souvent autour de ces centres industriels. Alors, dans le mouvement français, il y a donc les écomusées, mais il y a aussi, et très tôt, un mouvement associatif, et j'ai nommé évidemment le SILAC,
hein, c'est le comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel, une association qui essaye de fédérer les différentes initiatives qui commencent à se faire jour dans les années 1970, de mettre les gens en contact les uns avec les autres, qui commence très modestement avec un petit courrier euroniotypé, ou peut-être photocopié, je ne sais plus trop, mais qui date de 1976 et qui est dû à l'historien des techniques Maurice Domat. Ensuite, le SILAC, comme vous le voyez, je l'évoque à travers un certain nombre de ses revues, va avoir une triple activité, ou quadruple activité peut-être, on devrait dire. D'une part, de publier 2 fois par an cette revue, qui est la seule revue consacrée au patrimoine industriel en France, une revue qui est parfois thématique, donc un numéro sur la soie, un numéro sur le patrimoine de l'électricité, ou encore régional, un numéro sur le patrimoine industriel de Lyon, hein, ou encore sur les musées d'entreprise. Hein. Donc il y a la publication de la revue, il y a l'organisation tous les 2 ou 3 ans d'un colloque national, et puis il y a une vie disons, associative plus conviviale, avec des sorties sur le terrain au cours de l'été pour découvrir des lieux industriels. Hein. Et puis également, c'est une association qui joue un rôle de lobby, en fait, qui écrit des courriers au ministre lorsqu'il y a des sites qui sont menacés et qui essaye, souvent par le biais des articles publiés dans la revue, de contribuer à la sauvegarde de ces lieux. Et donc, il me plaît ici de citer le nom de la cheville ouvrière de cette association, le secrétaire de l'association et de la rédaction de la revue, qui s'appelle Bernard André. Le président, vous le connaissez, c'est Bertrand Lemoine. Hein. Donc, il y a ce mouvement associatif autour du patrimoine industriel. Et également, aux origines de ce mouvement en France, on trouve un certain nombre d'architectes. Hein. J'essaie de distinguer un tout petit peu entre ce qui se passe en Angleterre et ce qui se passe en France. Et le rôle des architectes en France est assez important. Ce sont des gens donc qui sont très tôt sensibilisés aux possibilités de réutilisation de ces filatures désaffectées dans le nord notamment. Ici, on est de nouveau à Roubaix, et c'est la filature Tout le Monde, c'est son nom, qui va connaître au début des années 1980 une opération de reconversion menée par l'architecte Philippe Colbock, dont le nom est attaché également à l'aménagement en musée de la gare d'Orsay. Et donc, une opération qui va non seulement sauver le bâtiment principal, le transformant une partie en logement avec une espèce de galerie qui traverse le bâtiment, mais qui va en même temps essayer de régénérer tout le quartier autour, et notamment la rue de Crouy, qui donne son nom à l'îlot, avec la construction de logements qu'on voit ici. Bien mieux connus à la même époque, ce sont les architectes Bernard Reichen et Philippe Robert qui commencent également à cette époque-là à faire des travaux de restauration et de réutilisation de bâtiments industriels. C'est à Lille maintenant, la filature Leblanc, qui a été reconvertie donc en logement, mais en logement social au début des années 1980. Et là, avec un détail, on voit ici, ce sont des photos d'époque qui montrent justement l'espace un peu particulier qu'une usine pouvait donner pour des logements, des terrasses qui sont créées, mais aussi la conservation d'un certain nombre de machines qui figurent un tout petit peu comme des statues ou des œuvres d'art dans les coursives. Hein. Donc les écomusées, les architectes, et il faut parler aussi, je pense, des historiens. Il y a en France un certain nombre d'historiens qui sont sensibilisés à ces questions de patrimoine industriel assez tôt. On peut citer quelques noms. Il y a Michel Perrault, donc l'historienne des grèves, qui voit parmi les premières que cette usine
est en train de disparaître et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser, l'étudier un peu mieux. On peut citer le nom de Louis Bergeron, donc l'historien de la banque, et bien évidemment de Denis Voronoff, historien de la sidérurgie, et puis, j'ai déjà mentionné son nom, Maurice Domas, donc, qui est un historien des techniques, qui était associé au Centre d'histoire des techniques au CNAM, et qui est derrière l'une des premières publications sur le thème en France, les bâtiments à usage industriel au XVIIIe au XIXe siècle en France, qui va donner lieu à son ouvrage de 1980 qui s'appelle « L'archéologie industrielle en France ». Autre publication qui a un peu marqué les esprits, enfin, quand je dis ça, je dis marquer les esprits, mais je devrais peut-être dire marquer le mien, enfin, mais marquer d'autres esprits aussi. Enfin, c'est ce livre qui s'appelle « Les châteaux de l'industrie », une recherche, vous le voyez, donc c'est la célèbre filature Motte-Bossu qui figure en couverture de cette publication, une publication réalisé par Maurice Culot en 1979 et qui a aidé, en fin de compte, à la reconnaissance de l'intérêt de cette filature Motte-Bossu et finalement a contribué un peu à sa protection au titre des monuments historiques en 1978. Et je montre également un ouvrage publié par le Centre de création industrielle, le CCI, Bâtiments anciens, usages nouveaux. C'est un ouvrage donc de 79 et qui commence déjà à détailler ces opérations de reconversion dont j'ai montré quelques exemples. Un ouvrage qui était rédigé par l'équipe de l'écomusée du Creusot. Maintenant, le chapitre sur comment les politiques du patrimoine ont pris en compte le patrimoine industriel. Alors, peut-être tout d'abord pour dire que bon, ce qu'on peut entendre par politique du patrimoine, pour moi, ça veut dire qu'il y a un budget, quoi. Et il y a un budget pour le patrimoine en France depuis les années 1830, comme vous le savez. Donc, c'est la création par François Guizot de ce service des monuments historiques dont le nom du premier inspecteur à Mérimée a été cité par Béatrice. Donc, ce service, à partir des années 1830, va avoir un financement, d'une part pour payer les missions de Prosper Mérimée, et d'autre part, avec des subventions qui sont données aux départements pour la conservation, éventuellement le maintien des monuments qui sont mis sur des listes qui sont classées. Hein. C'est l'origine donc de cette expression de classer des monuments historiques. Et cette législation, il va y avoir donc législation sur les monuments historiques, et notamment la législation qui régit aujourd'hui le patrimoine et la loi de 1913. Donc une loi dont nous allons célébrer l'année prochaine le centenaire, sans doute avec un colloque. Hein. Et alors, cette loi de 1913, dont je vais citer le premier article, les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés monuments historiques. Donc, une législation très simple, très claire, et avec des notions, intérêt du point de vue de l'histoire ou de l'art, qui, vous le comprenez, permettent d'englober des nouveaux patrimoines lorsque ces nouveaux patrimoines finissent par se faire voir et identifier. Ce qui ne veut pas dire que sur les listes des monuments historiques, on ne trouve pas des monuments industriels protégés bien plus anciennement. Et effectivement, c'est le cas de cette saline royale d'Arc-et-Senans, donc conçue par l'architecte Ledoux à la fin du XVIIIe siècle, et qui était classée dès 1926. Ce qui est frappant là, c'est que l'architecte en chef des monuments historiques qui était chargé de ce dossier, un architecte en chef qui s'appelait Julien Polti, et qui est connu par ailleurs pour un petit bijou ferroviaire qui est la gare du Pont Cardinet. Cet architecte en chef, pour lui, les bâtiments de Ledoux étaient bien trop beaux pour être
sali par une affectation industrielle, et effectivement, il a éliminé les quelques vestiges des poêles qui se trouvaient dans le bâtiment central pour remettre en honneur, remettre en valeur la seule architecture de Ledoux. Hein. C'est un site qui a été mis sur les listes de l'UNESCO dès 1982, mais comme vous le savez, je pense, bien récemment, on a étendu le périmètre pour englober dans ce périmètre les salines de Salins-les-Bains, qui étaient à l'origine des salines d'Arc-et-Senans. Hein. Autre protection précoce, c'est les forges de Buffon, qui sont classées en 1943, en pleine guerre. Là, en fonction, très clairement, de la célébrité de l'industriel, le maître des forges, qui est donc le naturaliste Georges-Louis Leclerc de Buffon, et à la limite, son travail sur la sidérurgie du fer est très lié à son intérêt pour l'histoire naturelle. Et on voit ici l'intérieur du haut fourneau avec une espèce de rampe qui donne aux visiteurs la possibilité d'admirer ce spectacle toujours extraordinaire de la fonte en fusion. Donc, quelques protections, mais pas en tant que patrimoine industriel, plutôt pour des associations ou des réputations d'architectes. À mon avis, le tout premier protection au titre des monuments historiques, et là, il s'agit d'une inscription. Vous savez, il y a deux niveaux dans la protection française, le classement et l'inscription monument historique. Et donc, en 1972, hein, on voit l'inscription de ce haut fourneau. C'est un haut fourneau qui date des années 1820, donc dans les Ardennes. C'est construit par le maître des forges Jean-Nicolas Gendarme. Et là, je citerai volontiers un courrier envoyé, qu'on trouve dans le dossier de protection, un courrier qui date de 1967. Un conservateur régional des monuments historiques écrit à Paris, il est apparu intéressant de conserver un ensemble homogène et en bon état, témoin des moyens et des techniques employés il y a un siècle par l'industrie du fer. Donc là, on est très clairement dans une volonté de conserver quelque chose qui témoigne de l'activité industrielle, donc les esprits qui évoluent. Au Creusot, en grande partie, en raison de la présence de l'écomusée et des gens qui travaillent pour l'écomusée, on protège en 1975 ce bâtiment qu'on voit ici dans une photo des années 1980, l'atelier des grues et locomotives. C'est un atelier industriel qui date de 1848, on pense, qui fait partie donc de l'ensemble que nous avons déjà vu dans la plaine de Rio. Un bâtiment, une halle industrielle qui n'a pas des qualités architecturales tout à fait extraordinaires, c'est plutôt justement le contraire, plutôt quelque chose de représentatif, mais on le protège en 1975 et ensuite on va attendre, je pense, une quinzaine d'années avant de trouver finalement un nouvel usage pour ce bâtiment. Le nouvel usage, on le voit un tout petit peu ici, le bâtiment va être transformé en bibliothèque universitaire selon les dessins de ce même architecte Pierre Colboc, dont j'ai déjà cité le nom. Autre protection qui va un peu dans ce mouvement en faveur du patrimoine industriel, c'est la Corderie Valois qui se trouve à Notre-Dame-de-Bondeville, c'est en banlieue de Rouen. Un bâtiment à l'origine filature de coton qui date des années 1820 et qui a été repris à la fin du 19e siècle par M. Valois et qui l'a transformé en corderie. Hein. Et l'intérêt ici, c'est que cette petite usine, c'est une unité relativement modeste, hein, mais cette usine, au moment de sa protection, conservait l'ensemble de son matériel qui datait de la fin du 19e siècle. Conservait également sa roue hydraulique qui faisait tourner donc les arbres de transmission qu'on voit ici et qui faisait tourner l'ensemble des machines. Hein. Et après sa protection, donc, cette usine a été transformée en musée. C'est devenu le musée industriel de la Corderie Valois. Et c'est un lieu
extrêmement pédagogique aussi, un lieu où il y a beaucoup de scolaires, mais où ces publics scolaires peuvent voir de leurs yeux à quoi ressemblait une petite usine de la fin du XIXe siècle, mais qui peuvent également sentir les odeurs, peuvent entendre les bruits, en fait des aspects de nos sens qui aident à apprécier les choses. La protection au titre des monuments historiques a abordé malgré tout quelques dossiers assez compliqués, comme par exemple le haut-fourneau d'Ucange, le haut-fourneau U4, haut-fourneau qui datait à l'origine des années 1920 et qui a été protégé un peu in extremis. Je l'ai mis ici, il y avait instance de classement. Vous savez peut-être que le ministre ou le directeur du patrimoine peut intervenir sur un dossier pour créer une instance de classement qui va geler le dossier et sauver le bâtiment pour une durée d'1 an. Et au bout d'1 an, la Commission nationale va se décider, soit on laisse démolir, soit on va classer définitivement, ou soit on va donner une autre mesure de protection comme l'inscription. Et donc, il a fallu une instance de classement sur le haut-fourneau d'Ucange avant que finalement le haut-fourneau soit inscrit monument historique en 2001. Je montre ici la couverture d'un numéro assez récent de je dis notre parce que, évidemment, c'est des copains, de la revue L'archéologie industrielle en France, où justement Louis André, que vous avez entendu il y a quelques semaines, et Bernard André, se sont intéressés au bilan de la protection au titre des monuments historiques. Et ce bilan, vous savez qu'il y a en France quelque chose comme 43 000 monuments protégés, classés ou inscrits. Et sur ce total de 43 000, quelque chose comme 830 peut être considéré comme des bâtiments de l'industrie, des bâtiments industriels. Et dans ces 830, et là on met de côté les gares ferroviaires, les ponts et les phares, par exemple, on parle vraiment des bâtiments de production industrielle. Sur ces 830 monuments de l'industrie, il y a à peu près 310 qui sont des moulins, donc en réalité peut-être plus proches de l'artisanat que de l'industrie. Donc, simplement pour donner une mesure du poids de l'industrie dans la protection et au titre des monuments historiques, que dire, c'est un peu faible, quoi. L'autre aspect de la prise en compte du patrimoine industriel par les services de l'État, par les budgets de l'État et par les serviteurs de l'État, c'est donc ce service qui s'appelle l'inventaire général. À l'origine, donc, lors de sa création en 1963, c'était l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, donc un service créé par André Malraux en 1963. Aujourd'hui, ça s'appelle l'inventaire du patrimoine culturel de la France. Un service qui a été créé avec une mission de recherche, une mission indépendante de la protection, une mission qui était, triple mission, qui était de recenser, d'étudier et de faire connaître tous les éléments qui pouvaient être considérés comme faisant partie du patrimoine de la nation. Comme on disait souvent à l'époque, de la petite cuillère jusqu'à la cathédrale. Dans les années 1960, lorsqu'André Malraux crée ce nouveau service, il n'est pas encore question de patrimoine industriel. Mais au début des années 1980, on va créer au sein de cet inventaire une cellule du patrimoine industriel et nous avons eu le plaisir d'entendre 2 fois Jean-François Bellost, qui était un peu à l'origine de cette cellule avec Claudine Cartier. C'est créé en 1983, mais je crois qu'aussi il n'est pas inutile de revenir un peu sur le contexte politique de l'époque. Donc c'est François Mitterrand qui est récemment élu président, c'est Jacques Lang qui est le ministre de la Culture, et il y a une volonté de prendre en compte ce qu'on appelait parfois à l'époque les nouveaux patrimoines. On trouvait que les listes des monuments historiques, par exemple, il y avait il y avait les manoirs, il y avait les châteaux, il y avait les cathédrales, mais
ce qu'on appelait donc les nouveaux patrimoines, le patrimoine ferroviaire, le patrimoine des cafés et des bistrots parisiens, le patrimoine des cinémas, le patrimoine 20e, et bien évidemment le patrimoine industriel. Ces patrimoines-là méritaient davantage d'investissement en termes de recherche et de partage de connaissances. Et donc c'est un peu cette cellule du patrimoine industriel qui va lancer un certain nombre de projets d'inventaire, d'études, de recherches thématiques qui, dans un premier temps, vont s'attacher à faire en quelque sorte la preuve de la validité de la démarche archéologique, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'apprendre des choses du terrain, des bâtiments, des machines, des paysages, des infrastructures, les routes autour, etc., et de voir comment le terrain, mis en parallèle avec les archives, la recherche sèche, comme on dit des fois, peut avancer et faire avancer la connaissance. Hein. Et pour ce faire, les recherches thématiques qui ont été définies dès les origines, au début des années 80, portaient donc d'une part, c'est pas une surprise, mais d'une part sur l'industrie sidérurgique, industrie donc dont l'importance stratégique n'est pas à souligner, mais qui présentait l'avantage d'avoir un patrimoine bâti ou un patrimoine, disons, massif, les hauts fourneaux, très souvent conservé parce que ça se trouvait à la campagne, au bord de l'eau, hein, près de la forêt, bien conservé, et donc où la connaissance par le terrain allait permettre peut-être de modifier nos connaissances ou les connaissances historiques déjà acquises en termes de diffusion des modèles, d'innovation dans les hauts fourneaux, etc. Donc j'illustre simplement le site de Savignac-Lédrier que Maurice Domin avait déjà bien étudié dans son livre L'archéologie industrielle en France. Intéressant car on voit dans la vallée, on voit le haut fourneau qui date de 1819, mais aussi on voit le château, les châtelains qui exploitaient ce haut fourneau comme une partie de l'exploitation de leurs terres. On voit également la forge d'Aube qui conserve, donc on a vu quelques marteaux de forge dans les dessins de Neil Cousins, et donc voilà, à l'intérieur de cette forge, encore un de ces marteaux de forge, avec la roue à cames ici, qui est très proche en réalité des illustrations qu'on trouve dans l'encyclopédie. Des hauts fourneaux aussi du 19e siècle, ça c'est dans l'Ardèche, donc à la Volte, un haut fourneau à droite qui date de 1828. C'est une usine qui avait été désaffectée dans les années 1880, mais qui était restée, pour ainsi dire, dans son état. Et vous voyez donc l'importance du massif du haut fourneau qui a facilité sa conservation. Autre recherche thématique entreprise par l'inventaire général, il faut que j'accélère un peu, c'est l'énergie hydraulique. Hein. L'énergie hydraulique, j'illustre avec une roue hydraulique qui fait partie d'un espèce de village-usine en Haute-Loire. C'est une usine justement où on martelait le fer pour fabriquer des faux et des faucilles. L'énergie hydraulique qui également apportait des nouvelles connaissances à l'interprétation de l'industrialisation française, ce qu'on a parfois pu appeler la voie française vers l'industrialisation, qu'on a pu appeler aussi l'industrie en sabot. C'est-à-dire qu'en France, à la différence de la Grande-Bretagne, l'énergie de l'eau, l'énergie hydraulique captée par des roues ou par des turbines, est restée la forme d'énergie mécanique dominante jusque dans les années 1880. Jusqu'alors, dans les interprétations de l'histoire de l'industrialisation française, on avait un peu tendance à regarder dans les archives, parce que ce sont des choses qui laissent des traces dans les archives, la diffusion de la machine à vapeur, en sachant aussi que la révolution industrielle britannique était portée par la machine à vapeur. Donc, regarder les archives françaises pour voir ce modèle-là donnait une idée d'une industrialisation à la britannique, tandis qu'en réalité, effectivement, il y avait une industrialisation des vallées françaises qui était bien plus importante et qui avait laissé donc moins de traces dans les archives.
Donc voilà, il y a eu ces deux recherches thématiques qui étaient lancées donc au début des années 80, qui ont porté un certain nombre de fruits en termes de connaissances, de publications et de protection. Il y a eu aussi un travail, disons, dans l'urgence. Et l'urgence, à l'époque, c'était la disparition de l'extraction du charbon à la fois en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous aurons, c'est le 22 mars, Marie Patou va venir nous parler un peu de la candidature du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais pour une inscription sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais déjà au début des années 1980, l'inventaire général, en collaboration avec les services des conservations régionales des monuments historiques, s'était attaché à inventorier, à étudier les grands carreaux de mine, comme le Fosse 99 bis à Wagny, c'est le site d'où, en 1990, on a extrait pour la dernière fois, le charbon dans ce bassin-là. Et puis un site extraordinaire aussi pour la conservation intacte de ces machines d'extraction, de son tableau électrique et de ces compresseurs à air comprimé. Donc, grâce au travail de l'inventaire, on le dit parfois, mais en fait, s'il n'y avait pas eu ce travail au début des années 80, effectivement, le site douanier a pu être d'abord inscrit et puis classé en 1994. S'il n'y avait pas eu ce travail préalable, la candidature du bassin minier n'aurait pas eu de matière première. Hein. Autre urgence, et ça a été évoqué la dernière fois par Alain Michel, c'était le constat de la disparition en banlieue parisienne, ou à Paris même, là on est dans le 15e arrondissement, la disparition de cette industrie clé du XXe siècle qui est l'industrie de la construction automobile. Donc, voilà, très souvent, avec les services, avec les photographes de l'inventaire, on arrivait dans des champs de désolation et de démolition. C'est l'usine Citroën de Javel en 1983. Autre usine en banlieue parisienne qui a été évoquée par Alain la semaine dernière, la plus vaste usine du monde. C'est une usine donc Clément Bayard qui a été rasée quant à elle en 1988. Alors voilà un petit peu les débuts de la prise en compte de ce patrimoine industriel par les services de l'État et par l'inventaire général qui en 1986 va comment dirais-je, rationaliser un tout petit peu sa démarche, va se mettre davantage dans les moules de ce qu'on faisait déjà à l'inventaire en lançant ce qu'on appelait le repérage du patrimoine industriel. Donc, un travail, vous le voyez, très standardisé, très normalisé, un repérage exhaustif, autant que faire se peut, de tous les sites du patrimoine industriel, disons, dans un département, on travaillait par département, et donc c'était un recensement qui se voulait rapide, qui répondait essentiellement aux questions des journalistes, à savoir où, quoi et quand. Et donc, cette recherche-là, qui a été menée, alors voilà une carte de l'état d'avancement de ce repérage en France récemment, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, mais vous voyez donc que le repérage a été mené à bien dans 2 régions françaises, là c'est aujourd'hui, dans région en Champagne-Ardenne, en Poitou-Charentes, et un peu partout, il y a des dossiers qui contribuent à la base Mérimée, qui est la base de données du ministère de la Culture sur le patrimoine. Hein. Mais peut-être tout aussi important que ce travail d'arpentage du territoire, ce travail de constitution de dossiers, ce travail exhaustif sur le terrain, était une accumulation plus générale des connaissances, était également dans la plupart des régions françaises la présence d'un chercheur patrimoine industriel à plein temps, officiellement reconnu, Jean-Louis Kérontan, que nous allons écouter sur les ports, était un chercheur à l'inventaire général en Pays de la Loire, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un chercheur qui était donc salarié par le ministère de la Culture était une reconnaissance qui n'était pas négligeable pour ce nouveau patrimoine. Et
pour finir un peu sur l'inventaire, cette reconnaissance passait donc en grande partie par des publications. J'ai dit que la mission de l'inventaire, c'était de recenser, d'étudier et de faire connaître. Alors la partie faire connaître, ça passe en général, majoritairement, donc par cette base Mérimée, la base de données donc sur le patrimoine, qui est aujourd'hui une base très richement illustrée, mais aussi par différents types de publications, des itinéraires du patrimoine, des parcours du patrimoine, des images du patrimoine et des guides, en fait, des guides de recherche. Et bon, j'ai mis là qu'une petite sélection, mais en fait, il y a un très grand nombre de publications par l'inventaire sur le thème du patrimoine industriel, et ce sont des publications qui ont comme objectif justement de partager les connaissances acquises, mais aussi de les partager avec une belle iconographie, avec des belles photos. L'inventaire est en grande partie une machine à faire des photos. Et donc, des belles photos, et donc justement d'aider à cette démarche de protection, qui est les démarches, qui est l'appropriation et la reconnaissance. Je vais aller très rapidement sur le prochain chapitre, qui est le chapitre de la reconversion, car donc c'est un sujet qui va être abordé plus longuement, pour dire que c'est un thème, comme nous avons pu voir, qui accompagne l'archéologie industrielle depuis le début des années 80, avec les premières réutilisations des filatures à Lille et à Roubaix. C'est un thème qui intéresse donc l'association Le SILAC. C'était l'objet même du colloque organisé par le SILAC à Belfort l'année dernière, au mois de septembre. Et c'est quelque chose qui préoccupe le SILAC et les amis du patrimoine industriel, notamment du point de vue, comment dirais-je, de la conservation des sens des bâtiments, ce qu'on appelle parfois l'esprit des lieux. Lorsqu'on a trop vu, enfin on a vu, je devrais dire, des reconversions, c'est le cas notamment de la filature mode bossu, je trouve, où l'intervention de l'architecte aujourd'hui est trop visible, et c'est un peu comme s'il écrivait sur un document historique le sens du bâtiment, le détail qui permet de le comprendre, voire même un petit lieu d'interprétation qui permet de comprendre, est gommé. Hein. Et c'est d'ailleurs l'objectif d'un débat qu'on va organiser à la fin entre les architectes Nicolas Michelin et Frédéric Borel, et d'autres amis du patrimoine, autour de la reconversion de l'usine Sudac en école d'architecture et autour des grands moulins de Paris devenus universités, où les amis du patrimoine, en quelque sorte, sont un peu frustrés qu'il n'y a pas justement davantage d'attention prêtée à l'interprétation au sens des lieux. Donc, simplement pour les évoquer très rapidement, quelques grandes opérations qu'est-ce qu'il y a? Le 26 mars. La date de cet immense débat contradictoire, c'est le 26 mars. Qu'est-ce qu'une reconversion réussie? Qu'est-ce qu'une reconversion réussie? Alors, est-ce que les grands moulins de Pantin sont réussis? Alors, donc, la question est ouverte. On peut apprécier ce qu'a fait l'architecte Bernard Reichen à conserver cet ensemble-ci, qui est une des chaudières des années 1920, qu'il a conservé, comme il dit, comme un objet psychédélique. On peut moins apprécier peut-être son travail. Bon, il voulait surtout garder la silhouette du bâtiment. Enfin, ça soulève débat. Enfin, ce qui soulève débat, c'est le programme. Voilà, des grands moulins, une minoterie, où travaillaient peut-être, je ne sais pas, au grand maximum une cinquantaine de personnes, lorsque ça fonctionnait comme une usine, et où travaillent aujourd'hui 3000 salariés de la BNP Securities Services. Hein.
Et donc, pour ce faire, évidemment, un silo qui est un bâtiment aveugle, on a dû mettre des étages, mettre des fenêtres partout. Autre reconversion célèbre, c'est la chocolaterie Meunier, c'est la même équipe, Robert et Reichen, où il y a notamment dans la célèbre bâtiment de Jules Saunier, le moulin, la conservation des machines. À Londres, Tate Modern, un bâtiment qui date des années 1950, c'est un bâtiment quand même relativement récent, avec cette cheminée très monumentale, on est juste en face de la cathédrale de St. Paul's, et puis avec cet espace absolument extraordinaire qui est l'ancienne salle des machines, qui est conservée, mais sans les machines. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la centrale Montemartini à Rome, où justement les machines qui datent des années 1920 ont été conservées dans leur état, mais c'est aujourd'hui un musée d'art antique, de statues antiques, un musée Capitoline, qui met donc en dialogue. Parfois, il y a des gens qui disent que c'est pas un dialogue, c'est en contradiction, mais enfin, moi, c'est un lieu qui m'a beaucoup plu. Fiat, Lingotto, donc on l'a évoqué avec Alain Michel, avec sa célèbre piste sur les toits, et puis ces rampes en béton armé qui sont conservées dans une reconversion menée par le grand architecte Renzo Piano, ce qui permet de dire aussi que ces programmes de reconversion sont souvent le travail de grands architectes. Nous avons vu dans le film L'Esprit des friches, Jean Nouvel, qui a fait une reconversion à Arras, et donc Piano, Herzog de Meuron. Et puis voilà, un autre exemple qui est à Barcelone, la Casa Ramona, où là, pour conserver cette filature tout à fait remarquable dans le style moderniste, en fait, Art Nouveau, pour ainsi dire, on a tout simplement creusé un niveau sous les bâtiments pour garder les bâtiments de 1909 intacts. Il y a des démarches peut-être un peu, comment dire, un peu différentes, enfin un peu plus respectueux peut-être de l'existant, enfin les architectes qui sont moins acharnés à laisser leurs griffes sur la transformation, c'est un peu le travail de Patrick Bouchain dont nous avons entendu les propos autour de l'usine Lu dans le même film, et qui est lui l'auteur donc de la reconversion en fabrique culturelle de cet entrepôt à Roubaix, la condition publique. Je montre la photo de la pelouse sur les toits, mais c'est un peu long pour rentrer dans les détails, et puis une autre reconversion, plus modeste encore, c'est une ancienne manufacture de chaussures qui se trouve à Bordeaux, où, grosso modo, les architectes ils n'ont presque rien fait, sauf rendre le bâtiment susceptible d'accueillir le public. Et puis ensuite, le théâtre qui se joue là-dedans, les créations, ils doivent faire avec. Ils doivent faire notamment avec un éclairage diurne, avec des poteaux qui sont loin de la boîte noire traditionnelle des théâtres. Autre détail qui, moi, me plaît dans cette reconversion-là, sans qu'il s'agisse d'un musée ou d'un pôle d'interprétation officiel, accroché au mur, au fond de la salle, il y a des photocopies, c'est des simples photocopies de photos, et qui montrent ce que c'était l'usine autrefois lorsque c'était une usine en activité, en fait. C'est ce qu'on peut appeler peut-être le 1% patrimonial. Lorsqu'on fait la conversion ou la reconversion d'un bâtiment industriel, ça vaut la peine de faire l'interprétation de ce qu'on a gardé pour expliquer pourquoi on l'a gardé. Je ne sais pas si je m'exprime très clairement là, mais... Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut crier victoire? Bien évidemment que non. On peut penser... alors il est vrai que l'architecture, le patrimoine industriel est rentré dans les mœurs. Personne aujourd'hui ne va
s'offusquer de l'idée de protéger au titre des monuments historiques une ancienne usine. Hein, ça paraît normal. Hein. Le fait que ça soit, depuis 30 ans maintenant, donc rentré dans les mœurs, ces conférences ici, cette série de conférences, c'est un peu la preuve de la respectabilité, en quelque sorte, de ce patrimoine industriel. C'est un patrimoine maintenant qui a ses enseignements, donc à la Sorbonne, à l'Université d'Arras, dans les écoles d'architecture. Est-ce que pour autant, toutes les batailles sont gagnées ? Alors là, non. Il y a d'une part les problèmes de sites protégés au titre des monuments historiques et pour lesquels on ne trouve pas d'avenir, on ne trouve pas de repreneurs, de projets de reconversion. C'est notamment Aulne-Laval, la fonderie de Val-d'Aune, protégée, on le voit ici en 1983, aujourd'hui un immense champ de ruines. Le bâtiment, les logements ouvriers qui dataient du Second Empire, qui étaient nommément compris dans la protection, comme étant une partie constituante importante de l'ensemble. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, vous voyez ce que ça donne. Et puis, il y a les monuments importants qu'on n'a pas réussi à conserver. Un exemple assez frappant, et puis il y a 3 ou 4 ans de cela, c'est la tour à plan qui se trouve à Noyelles-Godault, dans le Pas-de-Calais. Bon, ça se trouvait dans l'usine Métal Europe, dont la fermeture, comme vous vous en souvenez peut-être, est une fermeture dite boursière, qui a laissé beaucoup de problèmes, et notamment des problèmes de pollution au plomb. Mais cette tour à plomb, donc pour la fabrication donc de grenailles de chasse, qui aurait fait un monument tout à fait remarquable au sein de ce bassin minier, a été, comme vous le voyez, démoli en je ne sais pas quelle année, mais bon, on ne l'a pas gardé. Et puis bon, je crois que c'est ma dernière image, c'est cette histoire triste, je ne sais pas, enfin, ce ratage, ce collapsus patrimonial de l'île Seguin, où on n'a rien gardé, mais donc on a parlé de cela un peu la semaine dernière. Et je m'arrête là, c'est ma dernière image, avec juste j'ai amené un livre qui s'appelle L'usine, que je conseille très vivement, la partie sur le regard des artistes sur le patrimoine industriel, le regard des photographes et des peintres, est inspiré en grande partie de cette publication qui date de l'an 2000, qui était une exposition créée par une association, Patricia Perdrizet, une association avec le nom tout à fait inoubliable, Un sourire de toi et je quitte ma mère. Donc je conseille très vivement cette collection, cette anthologie de regards, d'autres regards sur le patrimoine industriel, et je vous laisse avec le mien. Hein, et puis merci de votre attention.